Talks have failed. We have no choice but to fight. Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge pour la deuxième partie de ma vidéo sur les starter decks améliorés des différentes factions avec les commandants de base. Dans la première partie de cette vidéo, on avait vu les 6 premières factions ici et donc dans cette vidéo, on va voir les 7 factions qui nous restent. Voilà les amis, j'en dis pas plus pour le moment et donc c'est parti pour la suite de mes starter decks améliorés. Passons donc à la faction suivante et on va s'intéresser maintenant à l'Empire Tau. On joue avec le commandeur Omesos et donc on va jouer des drones les amis. On va jouer des drones mais pas que du coup parce qu'on va aussi jouer des battlesuits. Alors vous voyez il y a pas mal de cartes épiques dans le deck, pas mal de battlesuits comme ça, mais c'est le cas uniquement parce que ces cartes-là, encore une fois, sont disponibles dans la campagne des taux et donc c'est des cartes que vous pouvez obtenir comme ça très facilement juste en débloquant les différents niveaux de la campagne de cette faction. Ok, du coup l'idée avec ce deck, ça va être quoi? Ça va être de jouer dans un premier temps les drones, d'accord? Donc avec Omesos et son talent, on peut créer des drones. Donc en fonction des situations, on va créer l'un ou l'autre de ces drones-là. Je pense que le drone gardien peut être particulièrement intéressant à créer en early game avec ce deck-là parce qu'en fait, il va nous permettre de protéger nos autres unités. Ok, ou sinon, éventuellement, le gun drone peut être intéressant aussi parce qu'il va pouvoir générer des dégâts au début de notre tour si jamais l'adversaire a du mal à le gérer. Alors, je parlais des drones gardiens. Les drones gardiens, en fait, ils vont nous servir dans ce deck-là à protéger nos autres unités. Et en fait, en early game, on va avoir des unités intéressantes à protéger. Par exemple, le missile drone, ok? C'est une carte qu'on va pouvoir jouer comme ça en early game. Le protéger à côté d'un drone gardien, de telle sorte à ce qu'il puisse infliger ses dégâts ainsi que ses dégâts de blast au prochain tour sur le board de notre adversaire. On a une autre carte qui a un effet similaire, c'est la DS8 Support Tourette. Donc elle va pas faire un effet de blast, elle va faire plutôt un effet d'AOE, une petite AOE sur le bord de l'adversaire. Et donc cette carte-là, à nouveau, on va essayer de la jouer en early game et de la protéger avec nos drones gardiens. D'ailleurs, je précise qu'on a un autre drone gardien que l'on peut invoquer avec la carte défensive de notre faction. On a une autre possibilité pour protéger nos troupes comme ça en early game, c'est le fait de jouer un stealth drone, d'accord? Donc ça c'est un autre drone qui va avoir stealth et qui va aussi donner stealth à une unité adjacente, à une troupe adjacente à la fin de notre tour. Donc l'idée avec cette carte-là, par exemple, ça va être à 5 énergies, de jouer notre tour, notre support tourette, de jouer juste à côté notre stealth drone, et du coup, instantanément, nos deux unités vont avoir stealth jusqu'à notre prochain tour, et on va pouvoir du coup bénéficier de l'AOE de notre support tourette de cette manière-là, au début de notre prochain tour. Ok? Donc voilà, c'est un peu ça l'idée pour l'early game. Et après, avec le mid-late game, et bien là, on va commencer à sortir nos battlesuits. On a le broadside battlesuit, d'accord, qui a long range, qui a de l'armure et tout, qui est assez puissant. On a le enforcer battlesuit, qui est une des meilleures cartes de la faction d'Eto, d'où le fait que je l'ai en deuxième, hein, d'accord. Cette carte-là, elle est présente à la fois dans le starter deck de la faction d'Eto, mais aussi dans la campagne d'Eto, donc on peut l'obtenir assez facilement en 2 exemplaires, et c'est une carte qui est très forte, hein, d'accord. Elle a de l'armure, elle a Vanguard, elle donne des points d'attaque aux unités adjacentes, et en plus elle peut invoquer des drones gardiens, j'en reparle dans un petit instant, et on a le Cold Star Battlesuit qui est aussi très fort avec son armure, avec ses bonnes stats, et avec son effet de flying. C'est une carte très intéressante qui peut donner des points de vie supplémentaires à nos autres troupes également, d'accord. Donc on a vraiment des choses assez intéressantes ici, et on a à côté de ça 2 cartes dont j'ai pas parlé encore pour le moment, le Piranha et le Savior Protocol. Ces cartes-là, ce sont des cartes qui vont pouvoir se combiner en fait avec l'ensemble des autres cartes qu'on a dans notre deck, puisque Savior Protocol, c'est un stratagème qui va nous donner une réduction de 1
à tous nos drones jusqu'à la fin de la partie, d'accord? Et Piranha a le même effet, sauf que lui, il a cet effet-là uniquement quand il est en jeu, d'accord? Mais du coup, on a à nouveau cet effet-là de réduction de coût. Et ces cartes-là sont vraiment très intéressantes parce qu'en fait, mine de rien, on a pas mal de manières de générer des drones dans notre deck. On a le talent de notre commandant Omesos d'une part, et d'autre part, on va avoir toute une série de troupes, donc les battlesuits dont on vient de parler, qui vont chacun avoir un effet de compagnon, d'accord, compagnon 1 ou 2, qui va nous donner dans notre main, au moment où on va jouer nos battlesuits, eh bien des drones, donc le missile drone en x2 pour le broadside battlesuit, le drone gardien pour le Enforcer battlesuit et le drone marqueur pour le Cold Star Battlesuit. J'en ai oublié un, c'est le Stealth Chassouille qui est également un Battlesuit avec Stealth et qui va nous donner des Stealth Drones, d'accord? Donc on a une autre manière d'obtenir des Stealth Drones avec ce gars-là. Et du coup l'idée, si on a le Piranha en jeu ou si on a déjà joué le Savior Protocols dans notre partie, eh bien tous ces drones-là vont coûter un de moins et donc vont être beaucoup plus faciles à mettre en jeu, d'accord? Les drones gardiens ici vont carrément coûter 0, donc ça fait des vanguards supplémentaires totalement gratuits que l'on va pouvoir jouer juste comme ça. Et donc l'idée avec ce deck là les amis, ça va être de jouer un petit peu de cette manière. En early game on commence à jouer tranquillement des petits drones et tout. On active des cartes de réduction de coût, donc le Savior Protocol en priorité, mais le Piranha aussi peut être intéressant à un moment donné dans la game. Et par la suite, on envoie nos battlesuits, on envoie les drones compagnons à côté, et on va pouvoir comme ça construire un board assez balèze, d'accord? On va essayer de protéger ces cartes-là si on le peut avec les stealth drones générés par le stealth chassouille ou avec le stealth drone qu'on a directement dans notre deck, ou alors avec des drones gardiens qu'on aura créés dans notre main avec le talent de Omesos, ou avec la carte défensive, d'accord? Et voilà, et de cette manière-là, les amis, on va essayer de construire un board qui va être difficile à gérer pour l'adversaire et qui va nous permettre par la suite de tuer notre adversaire. Et en parlant de tuer notre adversaire, on a une carte qui va nous aider à faire ça, c'est Priority Target, une carte qui va donner Marker Light 2 à un ennemi. L'idée, ça va être d'utiliser cette carte sur le commandant de l'adversaire pour pouvoir l'achever à un moment donné en attaquant en range attack avec toutes nos unités, qui vont à chaque fois faire 2 dégâts supplémentaires grâce à cet effet de Marker Light. Il y a une autre carte dont j'ai pas parlé, c'est le Pathfinder qui donne Marker Light également, mais cette fois-ci uniquement à des troupes de l'adversaire. Donc le Pathfinder, il est là pour nous aider à gérer une troupe de l'adversaire à un moment donné. On lui donne Marker Light et ensuite on l'attaque pour lui infliger des dégâts supplémentaires grâce à ce Marker Light et donc éliminer cette troupe. Le Pathfinder, il a également un effet de compagnon et donc si jamais on a une réduction qui est en cours, d'accord, et bien pour 4 énergies seulement, on peut venir jouer notre Pathfinder ainsi que les 2 marqueurs drones qui viennent avec. Et donc ça nous permet ça de remplir notre board d'un seul coup de petites unités pour pas cher. Donc voilà les amis, c'est quelque chose qui est très intéressant. Le Piranha, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc c'est une carte qui va nous donner voilà, une réduction pour nos drones, et lui aussi il a compagnon 1 cette fois-ci, et donc il va pouvoir invoquer un gun drone dès qu'on l'aura joué. Donc l'idée c'est de jouer cette carte là au minimum quand on est à 5 énergies pour pouvoir jouer ce gars là juste derrière, mais l'idéal c'est de jouer ce gars là peut-être un peu plus tard dans la game en le combinant avec un battlesuit par exemple. Imaginons qu'on ait joué Savior Protocols en early game, à un moment donné par exemple à 9 énergies, on peut jouer Piranha plus Broadside Battlesuit et d'un seul coup tous nos drones vont coûter 0 puisque les 2 réductions de coût vont s'accumuler et on va pouvoir jouer les 2 missiles drones plus le gun drone du Piranha en plus sur le board d'un seul coup. On se retrouve avec 5 troupes en jeu d'un seul coup, vous voyez, donc c'est quelque chose qui est vachement intéressant. On a la possibilité même de jouer en plus un stealth drone qui va être gratuit également si jamais on l'a dans notre main, ainsi que n'importe quel drone qu'on aura potentiellement créé précédemment avec le talent de Omesos. Donc vous voyez, voilà, on peut faire des combos assez sympathiques comme ça les amis. Donc voilà, un deck peut-être un petit peu fragile en early game parce qu'on n'a pas de cartes super intéressantes à jouer vraiment tôt dans la game comme ça, mais un deck potentiellement très intéressant parce qu'on a quand même des cartes très solides ici,
On a la possibilité de renforcer notre board avec tout plein de drones, d'accord, qui vont protéger nos troupes, qui vont donner marker light ou infliger des dégâts sur le board de l'adversaire. Donc voilà, un deck pas facile à prendre en main. Par contre, j'ai oublié de le préciser, c'est quand même pas si simple que ça de jouer toutes ces cartes-là correctement. Ça demande peut-être un certain temps pour s'y habituer, mais c'est un deck qui peut vraiment être très intéressant. Et encore une fois, je le redis, qui est très facilement accessible juste en faisant la campagne de l'Empire Tau, les amis. Voilà pour ce petit starter deck amélioré et on va passer au suivant avec Erika, les amis. Erika, je l'avais mis en top 1 de mon classement de ma tier list des commandants de base, tout simplement parce que c'est le meilleur commandant de sa faction. C'est un commandant qui est très fort dans l'ensemble du jeu également et qui va bien marcher aussi quand on est un nouveau joueur. Alors n'ayez pas peur les amis, il y a beaucoup de cartes épiques dans ce deck là, mais je le répète encore une fois, toutes ces cartes épiques sont disponibles dans la campagne de la faction, donc très facile à obtenir. Comment va se jouer ce deck là? Alors là, en fait, avec Erika, on va chercher à faire deux choses. On va chercher un petit peu à jouer tempo, donc à mettre des troupes en jeu, essayer de faire en sorte qu'elles survivent pour pouvoir dominer la game, pour pouvoir prendre le contrôle de la game. Et en même temps, à côté, on va essayer d'augmenter nos points de foi pour pouvoir utiliser des effets intéressants par la suite. Ok? Alors, comment on fait pour gagner des points de foi? Et bien tout simplement, on va prier avec Erika, ce qui va nous donner instantanément à chaque tour un point de foi, d'accord? Et on va essayer aussi de faire en sorte que notre prière ne soit pas interrompue pour pouvoir gagner un deuxième point de foi au début de notre prochain tour. Comment on fait pour s'assurer que notre Erika puisse terminer ses prières? Eh bien, on va essayer de la protéger, Erika, en jouant des unités avec Vanguard ou alors en lui donnant des shields, d'accord? Comment on fait pour donner un shield à Erika? Eh ben, on a cette carte défensive qui fait ce travail-là en nous donnant en plus un point de face, un point de foi supplémentaire. Et on a aussi cette carte-là, Prayer, qui va aussi donner shield à une de nos unités et nous faire gagner un point de foi si notre unité a eu un effet de prière. Et donc cette carte-là, on va la plupart du temps chercher à la jouer sur Erika pour gagner des points de foi supplémentaires assez facilement, d'accord? Et après, l'idée, ça va être de jouer des troupes, d'accord, plus ou moins on curve tout au long de la game, et à chaque fois d'utiliser justement l'effet de prière de Erika pour augmenter les points de vie de ces troupes-là, ok? Donc en early game, on a le Preacher et la Secret Rose qui vont pouvoir gagner, qui vont pouvoir être joués et obtenir un point de vie supplémentaire grâce à Erika. Comme ces cartes-là arrivent en jeu avec 3 points de vie, elles vont avoir 4 points de vie par la suite et donc vont être assez difficiles à gérer par notre adversaire. Si notre adversaire n'arrive pas à les gérer, eh bien ça va être 100% value pour nous parce qu'on va pouvoir enchaîner par la suite et déclencher des effets très intéressants avec ces cartes-là. La Secret Rose Sister, elle peut elle-même prier pour nous faire gagner des points de foi et se donner un shield, ce qui va la rendre encore plus difficile à gérer, d'accord? Et le Preacher, lui, il a un effet un petit peu différent, il ne peut pas prier, mais il a un talent qui peut nous permettre d'invoquer des Crusaders. Et les Crusaders, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette carte-là, d'accord, qui va avoir Vanguard, donc qui va protéger notre board, qui va pouvoir prier tranquillement. Mais en plus de ça, si on a 3 points de foi, ce qui est très facile à obtenir avec Erika en early game, eh bien, il va avoir en plus de l'armure, 2 points d'armure, ce qui va le rendre encore plus difficile à gérer, les amis. Donc vous voyez, on a vraiment de cette manière-là la possibilité de snowball assez rapidement, d'accord? Donc voilà, le Preacher et la Secret Rose, on les met en jeu en early game, on leur donne des points de vie et l'adversaire, il n'a pas le choix que de les gérer tout de suite, sinon ça va être rapidement très compliqué pour lui. Et en plus de ça, du coup, le fait de devoir gérer ces troupes-là, ça fait que notre Erika en général ne va pas prendre de dégâts en early game et donc va pouvoir prier et gagner encore plus de points de foi. Vous voyez, tout ça, ça fonctionne très très bien ensemble. On a une autre possibilité en early game, c'est le Celestian qui a Vanguard également, donc qui va pouvoir protéger notre Warlord.
et qui peut aussi prier pour obtenir un shield, encore du shield, encore des problèmes pour notre adversaire du coup. Donc voilà, on a vraiment un early game très très intéressant avec tout ça. Et par la suite, eh bien, on va chercher à jouer des cartes comme Imagifier qui a d'excellents stats, qui peut gagner un point de vie supplémentaire grâce à Erika et qui peut par la suite prier pour donner flank et des boosts en stats à nos troupes, d'accord? On a le Simulacrum Celestian qui a des stats similaires à l'Imagifier et qui va pouvoir booster tout notre board en termes d'attaque et ce de façon permanente avec son effet de prière, ok? Si on continue dans la curve, on a Ephrael Stern, carte très intéressante les amis, excellent stat avec un point de vie supplémentaire grâce à Erika, avec camouflage donc difficile à gérer et avec un effet de prière qui inflige des dégâts sur une unité de l'adversaire, d'accord? Et finalement le Celestian supérieur qui a de très bonnes stats également, qui peut arriver en jeu avec un Celestian si jamais on a déjà 6 points de face avec nous, et sinon qui va pouvoir déployer des Celestians en priant, mais en général c'est pas trop ce qu'on va vouloir faire puisqu'on va en général vouloir attaquer avec cette carte là puisqu'elle est assez puissante en termes d'attaque. Ok les amis, à côté de ça on va avoir deux petits flanqueurs, le Séraphin, d'accord, qui est une excellente carte, hein, une carte avec flying, avec flank qui tape à 4 et voire à 5 si on a 3 points de foi au moment où on le joue. Pareil, il va avoir 5 points de vie si on a 3 points de foi au moment où on le joue. Mais on a le Zephyrim supérieur, les amis, une autre carte avec flying et flank qui peut taper à 4 sur le bord de l'adversaire ou qui peut prier pour aller nous chercher les troupes qui sont dans notre deck. Dernière carte de gestion, Cleansing Flames, 3 dégâts à une unité ennemie et aux unités adjacentes pour 4 énergies. C'est une excellente carte de gestion qui est là pour faire des dégâts donc sur le board de l'adversaire. On termine avec cette carte-là, le Beacon of Faith, que j'ai mis dans le deck parce que c'est une carte qui est quand même vachement intéressante. L'idée, ça va être de jouer cette carte uniquement lorsqu'on aura atteint 7 points de foi ou plus, d'accord, pour avoir accès à tous les effets en même temps. Et donc l'idée, ça va être à un moment donné de jouer plusieurs troupes sur le board d'un seul coup. Donc on a plein de troupes qui coûtent pas cher. On a le Celestian supérieur qui peut invoquer un Celestian en plus en arrivant en jeu. Et ensuite, d'utiliser Beacon of Faith pour faire gagner 3 points de vie et un point d'attaque en mêlée et en range à tout notre board d'un seul coup. Et si l'adversaire arrive à s'en sortir après ça, c'est qu'il est vraiment très fort. Parce que cette carte-là, quand on arrive à l'utiliser de cette manière, on obtient un board extrêmement solide qui va être très difficile à gérer par notre adversaire. Ok les amis ? Et vous avez vu, on a un deck qui est déjà potentiellement très intéressant, très solide, et c'est même pas terminé les amis, parce que je n'ai même pas parlé encore du talent de Erika. Donc Erika, quand on va la jouer, on va évidemment chercher à gagner le plus possible de points de foi pour monter à 9, de telle sorte à ce que l'on puisse utiliser son talent à son maximum potentiel. Et donc c'est-à-dire infliger un dégât plus 2, donc 3 dégâts sur une unité de l'adversaire, et en stun en plus cette unité de l'adversaire. Ça peut être une troupe, ça peut être le Warlord. Quand on a le plein potentiel de cette carte-là, c'est vraiment dévastateur. Ça peut faire vraiment très 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 mal à notre adversaire. Voilà les amis, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications, hein. Je répète juste en gros que, eh bien, en early game, on va chercher à gagner des points de foi en priant avec Erika, en jouant des petites troupes qui vont gêner notre adversaire, ainsi que des cartes comme la carte défensive ou Prayer pour donner des shields et gagner des points de foi supplémentaires avec notre Warlord Erika. Et donc on va chercher comme ça à gagner des points de foi petit à petit. On va jouer nos troupes on curve le plus possible pour mettre en difficulté notre adversaire et on va continuer à gagner des points de foi jusqu'à arriver à 9, d'accord, puisque à 9 on pourra du coup utiliser le talent d'Erika à son plein potentiel et on pourra utiliser aussi Beacon of Faith pour se créer un board complètement ingérable par notre adversaire. Voilà comment ça marche les amis, un deck
peut-être pas si simple que ça à prendre en main parce qu'il faut quand même se familiariser avec la mécanique de prière qui est un peu différente de la manière dont le jeu se joue en temps normal, ok? Mais un deck qui, si vous le jouez correctement, peut vraiment faire très très mal, à mon avis, euh, à la lumière de la force de ce commandant qui est vraiment un des meilleurs commandants du jeu. Ok les amis, si on parlait un petit peu des Gene Stealers, alors là on a des mécaniques très intéressantes avec les Gene Stealers, on a pas mal de petits combos les amis, et je vais vous présenter un deck que je pense qui peut être vraiment très intéressant malgré le fait que le commandant n'est peut-être pas si intéressant que ça, mais vous allez voir qu'en fait il est pas si mauvais que ça en réalité ce commandant. Alors, je m'explique donc comment va marcher ce deck. On va avoir en gros deux mécaniques différentes. Deux mécaniques différentes que l'on va jouer en fait en parallèle, d'accord? La mécanique des sabotages, une mécanique qui est extrêmement chiante quand on joue contre cette mécanique, c'est vraiment un truc de fou, hein, c'est vraiment extrêmement chiant. Et la mécanique du stealth, c'est-à-dire qu'on va avoir des troupes qui vont être cachées en stealth et avec lesquelles on va pouvoir attaquer par la suite en faisant des petits combos, en particulier avec le Nexus qui va pouvoir booster tout notre board avec son effet d'artifice, d'accord? Donc on va essayer de jouer ces deux mécaniques en parallèle. L'idée en early game, ça va être de privilégier les sabotages pour gêner notre adversaire, pour le forcer à dépenser inutilement son énergie. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, on a un certain nombre de cartes. On a le néophyte spécialiste déjà, donc on le met en jeu. On met un sabotage dans le main adversaire. Voilà, c'est comme ça, d'accord. À côté de ça, on a le backstab qui va nous permettre à la fois de gérer une troupe de notre adversaire et en plus de mettre un sabotage dans sa main, d'accord? On a aussi le Biophagus qui est une de nos troupes avec stealth et qui va en plus mettre en jeu un sabotage, donc celui-là, dans la main adversaire lorsqu'il va arriver en jeu, ok? Et un peu plus tard dans la game, mais en fait assez rapidement parce qu'on est en mode escarmouche, eh bien on va avoir le Achille Ridge Runner que j'ai mis en x2, très facilement accessible en x2 celui-là grâce au deck de base et à la campagne de la faction. Et donc lui il va attaquer et après avoir attaqué, s'il survit à son attaque, eh bien il va mettre en jeu un sabotage dans la main de l'adversaire. Il a flanque évidemment, hein, c'est un énorme véhicule, enfin une carte vraiment très intéressante et très gênante pour notre adversaire. Et donc l'idée les amis, voilà, ça va être dans les 2-3 premiers tours de jeu de jouer des sabotages. Des sabotages pour perturber le jeu de notre adversaire, pour l'empêcher de sortir ses cartes les plus fortes, etc. Parce que sinon il va être dans la merde justement à cause de tous les sabotages qu'il aura accumulés dans la main. Et ensuite, à un moment donné, si jamais l'adversaire a plusieurs sabotages en main, genre 2, 3, peut-être 4 sabotages, on va pouvoir utiliser cette carte-là pour mettre un max de dégâts sur le bord de l'adversaire. Ou alors, on va pouvoir commencer à jouer nos autres troupes qui vont avoir stealth et on va pouvoir utiliser leurs effets pour se diriger vers la victoire. J'ai parlé de Nexus tout à l'heure. Nexus, il est vraiment excellent, c'est une excellente carte. Elle a stealth, donc elle va pas pouvoir être gérée par l'adversaire et elle a un effet d'artifice qui va nous booster notre board d'une manière complètement folle et qui va nous permettre d'achever le Warlord de notre adversaire assez facilement. Alors on n'a pas beaucoup de stratagèmes dans notre deck ici, mais en réalité c'est pas si difficile que ça d'activer cet effet d'artifice, tout simplement parce qu'on a le talent de notre commandant qui est disponible en permanence et qui va nous donner donc +1/+1 en attaque à toutes nos unités, ainsi qu'un point de soin. Cet effet-là il se combine parfaitement bien avec l'effet de Nexus qui va donner un point d'attaque en mêlée en plus à toutes nos unités. Donc vous voyez, on a déjà +2 en mêlée pour toutes nos unités juste avec cette petite combinaison. Et on a d'autres moyens les amis d'obtenir des stratagèmes dans ce deck là pour pouvoir utiliser l'effet de Nexus, et bien c'est grâce à Biophagus. Et oui, parce que Biophagus il a un talent les amis, un talent extraordinaire qui est celui-ci. Pour une énergie seulement, on active notre effet d'artifice et on va générer un autre stratagème dans notre main pour activer potentiellement encore une fois de plus l'effet d'artifice de notre Nexus, d'accord? Et les stratagèmes que l'on va pouvoir générer avec ce gars-là, eh bien ce sont ceux-là, je vais vous les montrer.
On a celui-ci qui donne flank à une de nos unités et strike pioche une carte. Ça, c'est pas celui qui va nous intéresser en général. On a le Enhanced Resilience pour 2 énergies qui donne armure 1 et plus de points de vie à une troupe. Donc là, on est déjà beaucoup mieux. Et on a aussi Enhanced Musculature qui donne pour 2 énergies plus 3 points d'attaque en mêlée à une troupe alliée. Et vous avez vu, cet effet-là, ce stratagème-là se combine encore une fois parfaitement bien avec l'effet de artifice de Nexus pour booster encore plus les points d'attaque de notre board, et on peut facilement se retrouver à faire un combo finisher en fait grâce à l'ensemble de ces cartes là. Une autre combinaison intéressante, c'est entre le Biophagus et le Locus, voilà. Locus qui est une autre carte avec stealth très intéressante qui va stun les ennemis après avoir attaqué. Et en fait, avec le Biophagus et avec cette carte-là en particulier, on peut créer une carte, comme on vient de le voir, qui donne de l'armure et des points de vie à une de nos unités. Cette carte-là, on peut l'utiliser sur Locus pour le rendre plus difficile à détruire et pour pouvoir stun les ennemis à chaque tour grâce à lui en attaquant. Et grâce à son armure, il ne va pas mourir et donc il va pouvoir stun le board de l'adversaire, d'accord? Donc on a plein de petites combinaisons comme ça, les amis, hein. Biophagus avec Locus, Biophagus avec Nexus, Nexus avec le talent de notre commandant, etc. On a Clamavus qui va stun une unité de l'adversaire qui a aussi un talent qui peut donner des sabotages à l'ennemi et se combiner évidemment avec Nexus. Vous voyez, voilà, on a plein de petits combos comme ça et on va essayer donc, comme je l'ai dit, de mettre des sabotages pour gêner notre adversaire en early game et ensuite installer petit à petit notre combo avec Nexus pour pouvoir aller chercher la victoire. Trois cartes dont je n'ai pas encore parlé. On a le Bore Through qui est une sorte de removal qui va nous aider à gérer les cartes gênantes de notre adversaire qui ont de l'armure, ou alors tout simplement d'infliger 3 dégâts à un ennemi, d'accord. Et on a aussi, en termes de gestion, le Neophyte Trooper qui a un effet de Uprising. Donc l'idée, ça va être de jouer cette carte-là, de jouer une autre carte par la suite, de telle sorte à ce que l'effet de Uprising de celle-ci se déclenche. Il va gagner flank, il va gagner un point d'attaque en range, et il va pouvoir, du coup, attaquer une troupe de notre adversaire. Et on a finalement le Genestealer Familiar, qui n'est pas forcément ultra balèze dans ce deck-là, mais qui peut tout de même venir donner flank à notre Clamavus. Il peut donner flank éventuellement à notre Locus aussi pour pouvoir attaquer directement et stun des troupes de l'adversaire. Voilà, j'ai voulu le mettre parce que c'est quand même une carte intéressante qui va également booster les points d'attaque des unités adjacentes. Donc c'est quand même une carte sympa et un petit effet de flank potentiellement pour certaines de nos unités. Voilà les amis, les Genestealers sont pas très faciles à prendre en main quand on est un nouveau joueur parce qu'ils ont pas mal de mécaniques différentes, les sabotages, le stealth, le uprising, etc. etc. Et c'est aussi une faction qui va avoir la possibilité de faire plein de combos entre différentes cartes, et donc il faut prendre le temps d'apprendre, de connaître ces différentes cartes, de comprendre comment les combinaisons fonctionnent pour pouvoir les utiliser au mieux. Mais c'est une faction qui est très intéressante, qui est très forte, et, voilà, et qui, quand on progresse dans le jeu, peut nous donner accès à des combos qui sont vraiment très très puissants pour le coup. Donc une faction intéressante et un deck, je pense, aussi très intéressant en early game hein, quand on démarre le jeu. Ok les amis. La faction suivante, c'est les Astra Militarum. Et là, on a un Warlord très intéressant. D'accord, le commissaire Denkler que j'avais mis dans mon tier 1 des commandants de base. Alors Denkler, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors lui, ce qui va nous intéresser avec lui, ça va être son talent, d'accord, qui va donner son duty, pardon, qui va donner flank à une unité d'infanterie, ok? Et ensuite, il a son talent, bien entendu, qui donne plus de points de vie à une unité alliée, qui va recharger son duty, et donc on peut recharger le duty de notre Warlord grâce à son propre talent, d'accord. Et donc, on va essayer, dans ce deck-là, d'utiliser le talent, le duty de Denkler pour pouvoir donner flank à nos unités d'infanterie, pour pouvoir se débrouiller pour gérer le board en early game. Mais on va pas faire que ça les amis, puisque vous l'avez sûrement vu déjà, on a
pas mal de véhicules pour le mid-late game. Ce sont des véhicules, ça veut dire qu'on ne peut pas leur donner flank avec Denkler, mais les Astra Militarum ont d'excellents véhicules et donc ça vaut carrément le coup d'utiliser ces véhicules-là parce qu'ils sont vraiment très forts et qu'on va pouvoir du coup gagner pas mal de games justement grâce à ces véhicules. Donc l'idée de ce deck-là, ça va être en early game de jouer voilà, nos unités d'infanterie. On a le Shock Trooper Sergeant par exemple, qui se combine très bien avec le duty de Denkler qui va lui donner flank pour qu'il puisse lui-même utiliser son duty et invoquer directement un Shock Trooper. On se retrouve avec deux unités en jeu, dont une qui est avant-garde, donc c'est très intéressant, d'accord. On a le Cadien Standard Bearer qui invoque également un Shock Trooper en arrivant en jeu, donc encore une fois, très intéressant. En early game, on va chercher à faire des plays comme ça. Hein. On met des troupes en jeu, on leur donne flank si nécessaire, on met en jeu des Shock Troopers, on peut en mettre en jeu un de plus aussi avec la carte défensive de la faction, d'accord. Et après, voilà, et c'est pas fini, on a aussi le Bullgreen Bonnet et le Primary Psyker qui sont des unités d'infanterie qui arrivent relativement tôt dans la game également, d'accord. Ces cartes-là, elles sont très intéressantes si elles sont combinées avec le duty de Denkler, d'accord. On a le Bullgreen qui peut taper à 4 en mêlée et avec un Blast 2 avec flank dès qu'il arrive en jeu si nécessaire, et on a le Primary Psyker également qui peut utiliser son duty ou qui peut taper avec 5 points d'attaque sans prendre de dégâts de contre-attaque parce qu'il arrive en jeu avec un shield si on lui donne flank. Donc vous voyez, voilà, on a des cartes très intéressantes comme ça à jouer en early game pour commencer à mettre un peu la pression sur le board, pour mettre en difficulté notre adversaire, pour gérer les menaces que notre adversaire va nous jouer. Je ne l'ai pas mentionné, mais on a aussi le Flamer Trooper à qui on va donner flank également pour pouvoir utiliser son effet d'AOE au moment où ce sera nécessaire dans la game, d'accord. Donc voilà, en early game, on joue ces cartes-là et on va essayer ensuite le plus vite possible de sortir nos véhicules parce que nos véhicules ils sont vraiment très forts pour le coup les amis. Je le répète, ces véhicules-là, on ne peut pas leur donner flank avec le duty de Denkler, donc il faut faire très attention à ça, mais par contre, on peut leur donner flank avec une autre carte, le Vox Operator, que l'on va chercher justement à combiner avec nos véhicules pour pouvoir faire des effets vraiment très très puissants. Alors les véhicules, on peut les jouer donc de deux manières différentes. Soit on les joue on curve parce que ils sont juste très forts et si l'adversaire n'arrive pas à les gérer, ça va être très 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 compliqué pour lui. Ou alors on va les jouer en combinaison avec le Vox Operator pour qu'ils aient flank et qu'on puisse utiliser leurs effets de duty directement dès leur arrivée en jeu. Qu'est-ce que c'est ces véhicules? Eh bien on a Chimère dans un premier temps, Chimera qui de très bonnes stats et qui va donner un point d'armure à toutes nos unités d'infanterie. En plus de ça, avec son duty, il va lui-même déployer deux unités d'infanterie, deux Shock Troopers qui vont avoir Vanguard et du coup un point d'armure. Ça en fait des cartes vraiment ça en fait une carte vraiment très très intéressante, le Chimera, parce que d'un seul coup, on peut se retrouver avec un board extrêmement difficile à gérer pour notre adversaire. D'accord, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Le Chimera, on peut le jouer on curve autour 2 à 6 énergies ou à 5 énergies si on a la possibilité de jouer full throttle à ce moment-là pour réduire le coût de notre véhicule, d'accord. Et donc à ce moment-là, soit notre adversaire arrive à le gérer, soit il n'arrive pas à le gérer et on va pouvoir utiliser son duty au prochain tour et obtenir d'un seul coup un board très compliqué à gérer. On peut aussi combiner Chimera avec la carte défensive ici pour invoquer un Shock Trooper, comme ça on a déjà un Shock Trooper en jeu dès que notre véhicule arrive sur le terrain. Notre Shock Trooper va également avoir un point d'armure qui sera difficile à gérer, etc. etc. D'accord. On a un autre véhicule qui coûte 6 énergies aussi, le Taurox Prime, qui a aussi de très bonnes stats. Et lui, il va, à la place d'invoquer des Shock Troopers, avec son duty, il va invoquer des Tempestus Science. Et les Tempestus Science, ce sont ces machins-là, d'accord, qui ont un effet de duty, qui arrivent en jeu avec flank grâce à notre tank, et qui vont donc pouvoir utiliser ce duty et infliger des dégâts ainsi que stun les troupes de notre adversaire, d'accord. Donc combiné avec Vox Operator, c'est vraiment, ici c'est vraiment très intéressant. Ou alors on peut jouer cette carte là, comme je disais,
pour 6 énergies on curve. Et si l'adversaire n'arrive pas à la gérer, de la même manière, on pourra utiliser son effet de duty pour commencer vraiment à dominer la game. Par la suite, on a le Lehman Russ Tank qui est juste un gros véhicule, voilà, d'excellentes stats avec de l'armure, avec un effet de régiment qui va infliger 2 dégâts à un ennemi aléatoire. Donc voilà, très intéressant comme carte. Cette carte-là, on la joue dès qu'on peut sur le terrain. Ça va être une carte compliquée à gérer pour notre adversaire qui risque d'infliger pas mal de dégâts sur les ennemis. Et c'est pas fini les amis, puisqu'on a le Lehman Russ Vanquisher, un tank encore plus gros avec des stats encore plus impressionnantes, toujours avec de l'armure et cette fois-ci avec un effet de duty qui va infliger des dégâts à une cible, donc 8 dégâts à une cible ou alors 12 si cette cible-là elle a de l'armure. Donc cette carte-là, comme elle a cet effet de duty, elle peut parfaitement bien se combiner avec le Vox Operator pour obtenir flank et donc pouvoir utiliser son duty dès qu'elle arrive en jeu. Ok, cette carte-là peut nous servir de hard removal de cette manière. On la met en jeu, on active son duty directement pour éliminer une unité de l'adversaire. Son duty qui inflige des dégâts à une cible peut également être utilisé sur le commandant de l'adversaire, d'accord ? Donc ça peut nous servir également de finisher, d'accord, pour achever le commandant de l'adversaire à un moment donné dans la game. Et c'est toujours pas fini les amis, puisqu'on a un dernier véhicule, le Rogaldorn Tank. Celui-là, il est encore plus énormissime, excellente stat, il coûte un petit peu plus cher, il a encore une fois de l'armure. Et cette fois-ci, il va avoir Vanguard également. Donc là, on a un tank qui va nous protéger, d'accord? On a un défenseur avec son effet de Vanguard. Une carte qui a d'excellentes stats, qui va être difficile à gérer par notre adversaire, d'accord? Si notre adversaire n'a pas de hard removal pour l'éliminer directement, ça va être très compliqué pour lui à gérer, ok? Et cette carte-là, elle a un petit effet supplémentaire, un régiment qui peut nous servir à finir notre adversaire, soit directement le tour où on joue le Rogaldorn Tank si on a déjà plusieurs unités en jeu, puisque à chaque attaque qu'on va faire en range, on va augmenter les points d'attaque de toutes nos unités de 1. Donc si on a plusieurs unités en jeu pour attaquer, on va pouvoir faire énormément de dégâts directement. Ou alors, au tour d'après qu'on ait joué ce gars-là, on pourra attaquer avec lui, attaquer avec d'autres troupes pour booster de la même manière les points d'attaque de nos unités et ça va faire très très mal les amis. Voilà une petite carte dont je n'ai pas encore parlé, il me semble. Il s'agit du Full Throttle, donc un petit stratagème qui coûte une énergie et qui réduit le coût du prochain véhicule que l'on va jouer ce tour-ci de 2. D'accord, donc en gros cette carte-là, au moment où on la joue, suivi d'un véhicule, globalement, ça nous aura réduit de 1 le coût de notre véhicule, d'accord? Ça veut dire qu'on peut jouer un Rogaldorn Tank pour 8 énergies, d'accord? S'il est combiné avec le Full Throttle. Le Lehman Russ Vanquisher pour 7, le Lehman Russ Tank pour 6 et Chimera Aetorox Prime pour 5 énergies. D'accord, il ne faut pas hésiter les amis à se servir de ce petit stratagème pour sortir nos véhicules plus rapidement. Au tour 2 par exemple, en escarmouche, si on est à 6 énergies et qu'on a, imaginons, le Lehman Russ en main avec Full Throttle, ça vaut complètement le coup de jouer Full Throttle puis Lehman Russ Tank. On l'aura sorti pour 6 énergies, on aura un gros body en jeu et ça va mettre notre adversaire en difficulté. Dernière carte dont je n'ai pas encore parlé dans ce deck les amis, il s'agit de Cadian Standard Bearer, une excellente troupe des Astra Militarum, d'accord, une troupe qui coûte 4 énergies, qui a des stats plutôt correctes pour 4 énergies, c'est pas exceptionnel mais c'est correct, et qui va en plus invoquer un Shock Trooper au moment où elle arrive en jeu, donc une carte vraiment extraordinaire qui finalement en invoquant le Shock Trooper nous permet d'avoir pas mal de stats à la fois offensives et défensives en jeu directement pour seulement 4 énergies. Cette carte-là, elle a en plus un duty qui va donner plus 2 en range attack à toutes nos unités ce tour-ci, d'accord? Et donc en fait cette carte-là, si elle survit et si on a un board suffisamment conséquent, en fait on peut utiliser son duty pour complètement, pour achever directement notre adversaire ou alors pour éliminer des troupes puissantes. Donc c'est vraiment une carte super intéressante qui est présente dans tous les decks Astra Militarum, en particulier en mode classique. Et comme c'est une excellente carte, je l'ai mise également dans ce deck-là.
Donc voilà les amis, pour résumer, on a un deck qui va jouer des infanteries plutôt en early game que l'on peut combiner avec l'effet de duty de Commissaire Denkler pour leur donner flank et pour pouvoir activer leurs effets de duty ou pour attaquer directement avec ces cartes-là, d'accord? Donc on va essayer de jouer un maximum on curve, hein, d'accord? On va jouer les troupes les plus intéressantes possibles selon la situation et selon le nombre d'énergie qu'on a. Et par la suite, en mid late game, on va jouer nos gros véhicules. On va essayer de les combiner si possible avec le Vox Operator pour obtenir pour pouvoir utiliser leurs effets de duty directement dès que ces véhicules-là arrivent en jeu, ok. Et on va aussi mettre la pression sur le board avec nos gros véhicules qui sont extrêmement puissants en termes de stats et très difficiles à gérer par notre adversaire. Voilà les amis comment le deck fonctionne. Les Astra Militarum de manière générale ça marche très bien en skirmish, d'accord, en escarmouche. Alors là, on a un starter deck, hein, c'est pas ce qui va marcher le mieux, mais c'est assez facile de réussir à construire un deck très puissant avec cette faction-là en, en escarmouche. Donc voilà les amis, on démarre avec ce deck-là, c'est ce que je vous propose, et par la suite, vous pourrez l'améliorer, bien entendu, en obtenant de nouvelles cartes, en ayant davantage de copies des différents véhicules, hein, un deuxième Vox Operator aussi par la suite, voilà les amis. En tout cas, voici donc mon starter deck pour cette faction. Ok les amis, on va passer du coup au Dark Angels. Et oui les amis, et donc pour Dark Angels, le commandant de base c'est donc Asmodai, ok. Asmodai, il a cette particularité qui est que il va pouvoir générer pas mal de points de quête, à la fois avec son agenda, mais aussi avec son talent, d'accord? Et donc, on va essayer de jouer, eh bien, autour de ces points de quête et autour donc des secrets. Les secrets, ce sont des cartes que l'on va créer à chaque fois qu'on va atteindre 4 points de quête en mode escarmouche, ok. Et donc dans ce deck là les amis, on va avoir tout plein de cartes qui vont nous aider à obtenir des secrets en nous permettant de gagner davantage de points de quête, d'accord. On va avoir des cartes qui synergisent avec cette mécanique là, et l'idée ça va être donc de créer un maximum de secrets, ensuite de piocher ces secrets dans notre deck et de dominer notre adversaire en jouant donc ces cartes-là. Et on va regarder rapidement ce que sont ces cartes secrètes. Donc vous voyez, il y en a 5 qui sont ici, d'accord. On peut les voir dans la collection, hein, quand on clique ici sur le fait sur ce bouton pour voir les cartes que l'on ne possède pas. Ce sont des cartes qu'on ne peut pas posséder, donc c'est comme ça qu'on peut les observer. Et donc on a tous ces secrets-là qui sont des stratagèmes qui coûtent 2 énergies à chaque fois et qui ont des effets surpuissants. Par exemple ici, d'accord, 3 dégâts à tous les ennemis, et pour chaque ennemi qui meurt, on soigne 3 à une de nos unités, donc super balèze. On a Rite of Penance ici qui donne +3/+3 en attaque à une de nos unités et invulnérable jusqu'à notre prochain tour, d'accord. Donc c'est un peu comme un Humanity Shield amélioré parce qu'on a en plus un boost en attaque. Cette carte là, on va la plupart du temps la jouer sur notre commandant, hein, d'accord, pour le rendre invulnérable et pour pouvoir attaquer aussi une troupe ou le commandant de l'adversaire. Obscur Ritual, on recharge toute notre énergie et on pioche une troupe, ok. Donc une carte à utiliser après avoir dépensé notre énergie pour pouvoir se recharger tout en piochant une troupe que l'on va pouvoir jouer du coup par la suite. Known Must Know, cette carte là elle est super puissante les amis. Pour 2 énergies seulement, on détruit une troupe de l'adversaire et on stun les unités ennemies adjacentes, très fort. Et Convoke de Circle, en fait toutes ces cartes là sont très fortes, hein. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Donc ici on pioche 3 cartes et on réduit le coût de ces 3 cartes que l'on a piochées de 3, donc encore une carte surpuissante. Voilà les amis, ces cartes là on va chercher donc comme je disais à les créer, à en créer un maximum dans notre deck avec Asmodai et toutes les cartes qu'on va jouer à côté. Puis on va les piocher et enfin on va les jouer et dominer notre adversaire avec. Alors comment on fait pour générer des secrets avec ce deck que je vous propose ici? On va avoir un certain nombre de cartes. On a Asmodai déjà qui peut à lui tout seul générer des secrets en utilisant son talent et son agenda, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'abord cette carte-là, Reconnaissance Mission, qui va nous permettre de choisir une carte dans la main de l'adversaire, et au moment où l'adversaire va jouer cette carte, on va gagner directement 3 points de quête, donc quasiment
un secret déjà dans notre deck. Donc voilà, petite carte à jouer à n'importe quel moment de la game, hein, très très sympa. On va avoir un certain nombre de cartes, les amis. Donc on a des flanqueurs, on a des stratagèmes, on a un peu de tout. On a par exemple le Black Knight ici qui est un flanqueur, donc une carte de gestion qui va nous permettre de survivre en détruisant les troupes de l'adversaire, mais qui peut aussi nous générer des points de quête grâce à son effet de Slay, d'accord? On a Hunt of the Fallen. Alors cette carte-là, on va pas vraiment s'en servir pour générer des points de quête. On va plutôt s'en servir pour piocher les secrets qu'il y a dans notre deck après en avoir créé un certain nombre. C'est à ça qu'elle va servir, cette carte-là. Le Ravenwing Champion. Cette carte, elle est super balèze, les amis. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, elle a des stats très sympas pour 3 énergies. Elle va nous gagner un point de quête au moment où on va la jouer, ok? Et en plus de ça, à chaque fois qu'on va créer un secret, donc on va essayer d'en créer un et peut-être même un deuxième lorsque l'on va jouer cette carte-là, à chaque fois qu'on va créer un secret, donc elle va infliger 3 dégâts à un ennemi aléatoire. Donc on a pas mal de dégâts à générer avec cette carte-là, tout en créant des secrets. Donc vous voyez, ça marche vraiment très très bien comme mécanique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit Hard Removal ici. Pour cette énergie, on détruit une troupe de l'adversaire et en plus de ça, on gagne 2 points de quête. Donc on va pouvoir générer des secrets également avec cette carte-là. Et finalement, on a le Répulsor, dernière carte dans notre deck qui génère des points de quête. Donc ça, c'est un gros véhicule à jouer en late game, d'accord? Quand il arrive en jeu, il fait 6 points de dégâts à un ennemi. Et si cet ennemi est détruit, eh bien, il va nous gagner 3 points de quête directement. Donc quasiment un secret directement créé dans notre deck. Voilà les amis. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on va avoir un certain nombre de cartes qui vont, par exemple, synergiser, d'accord? Qui vont comboter avec les points de quête, d'accord? On a déjà vu le Ravenwing Champion qui inflige des dégâts lorsqu'on arrive à créer un secret si on gagne suffisamment de points de quête, d'accord? Mais on a aussi, par exemple ici, l'apothicaire qui va soigner une de nos unités quand il arrive en jeu. Mais en plus de ça, si une de nos unités gagne des points de quête, eh bien cette unité va être soignée de 2 si l'apothicaire est en jeu. Et donc par exemple, Asmodai, s'il utilise son agenda, d'accord, eh bien il va bénéficier du soin de l'apothicaire. Vous voyez, ça marche très bien. L'apothicaire peut générer pas mal de points de soin pour notre commandant de cette manière. On a également le Forgiven, le Unforgiven Redemptor ici, donc une troupe déjà très solide avec ses stats et avec son point d'armure, d'accord, et une carte qui va infliger 2 dégâts à un ennemi aléatoire à chaque fois que l'on va gagner des points de quête, d'accord. Donc cette carte-là, il faut vraiment essayer de bien la jouer au bon moment, à un moment où on peut générer pas mal de points de quête pour infliger un maximum de fois ces 2 dégâts sur le board de notre adversaire. Comment on fait? Eh bien, on va déjà utiliser le talent et l'agenda d'Asmodai qui vont nous permettre de générer des points de quête, d'accord? On va aussi chercher à utiliser notre carte défensive si on est deuxième qui nous fait gagner 2 points de quête, vous voyez, pour 0 énergie. Comme on gagne 2 points de quête, on active 2 fois l'effet de dégâts du Redemptor, Unforgiven Redemptor, ok. Donc voilà, on peut infliger comme ça pas mal de dégâts sur le bord de l'adversaire. C'est une carte vraiment très intéressante celle-ci parce que non seulement elle inflige des dégâts, mais en plus elle est très solide en termes de stats, donc difficile à gérer pour notre adversaire. Une carte qui est vraiment là pour mettre en difficulté notre adversaire, pour lui poser problème. C'est une carte qui est très très forte et qui est jouée avec Asmodai, même dans les decks top méta, malgré le fait que ce soit une carte commune, donc une carte vraiment très très sympa. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des flanqueurs. On a déjà vu le Black Knight, mais on a également le Landspeeder Vengeance ici, qui n'afflanque que lorsque l'on n'a aucune autre troupe en jeu. Donc très attention à ça, hein, d'accord? Une carte de gestion pour nous aider à survivre, à contrôler le board en attendant de piocher, de générer et de piocher nos secrets. Et on a le Ravenwing Ancient, donc un autre flanqueur, hein, voilà, c'est un véhicule terrestre cette fois-ci et qui va pouvoir booster ses points d'attaque avec son effet de Slay. Voilà les amis, donc on a des cartes de gestion, des cartes qui vont aussi nous générer des points de quête pour créer des secrets dans notre deck, et on a aussi dans le deck des cartes qui vont nous permettre de piocher ces secrets. On a déjà vu Hunt of the Fallen tout à l'heure, et on a aussi Inner Circle en x2. Et cette carte-là, elle est très 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 sympa parce qu'on on choisit une carte de notre deck et on la met au sommet de notre deck pour pouvoir la piocher au tour d'après.
Et en plus de ça, on va réduire son coût de 1. Bon, la réduction du coût, c'est pas ce qu'il y a de plus important si on utilise cette carte pour aller chercher les secrets qu'il y a dans notre deck, d'accord? Mais c'est toujours sympa. On peut utiliser cette carte éventuellement pour invoquer un Rédemptor ou un Répulsor à un coût réduit, hein, d'accord? À notre tout premier tour de jeu, si on arrive à faire Inner Circle into Rédemptor, on pourra le jouer au tour d'après sans aucun problème. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on peut essayer de faire comme ça à un moment donné dans la game. Une jolie combinaison sinon à faire avec Inner Circle, c'est de le jouer à un moment donné dans la game pour mettre une carte, par exemple un secret au sommet de notre deck, et ensuite on joue Hunt of the Fallen, et comme ça on pioche directement notre secret, ok les amis. Donc voilà, c'est des choses qu'on est capable de faire. On va aller chercher nos secrets dans notre deck avec Hunt of the Fallen et Inner Circle, et une fois qu'on aura fait ça, on pourra les jouer pour complètement dominer la game. Voilà les amis, petite précision que j'ai pas donnée tout à l'heure avec le Ravenwing Champion. La carte défensive marche très bien aussi avec cette carte-là, d'accord? On joue le Ravenwing Champion, on gagne un point de quête, on en gagne 2 de plus ensuite avec cette carte-là. Ça peut nous permettre d'activer une fois, voire peut-être une deuxième fois, hein, ça dépend de la situation, son effet de dégâts. Donc voilà, c'est des petites combinaisons comme ça qui sont là et qui sont intéressantes à faire. Voilà les amis, Asmodai, je l'avais mis dans le top 1, dans le tier 1 de ma tier list des commandants de base, parce que c'est un commandant qui est très intéressant, hein, qui est très fort de manière générale. C'est le commandant qui est le mieux placé, le mieux designé pour jouer cette mécanique des points de quête et des secrets. Ça marche très bien lorsqu'on a accès à toutes les cartes du jeu, hein, d'accord, à la fois en mode escarmouche et aussi en mode classique. C'est aussi un commandant qui est très populaire. Voilà les amis, et je pense que c'est un commandant qui peut également être joué assez bien quand on est un joueur débutant avec un deck de ce type-là les amis, hein. Donc voilà, je le redis encore une fois pour que ce soit bien clair, on gère le bord de l'adversaire, on génère des points de quête et des secrets, ensuite on pioche ces secrets et on domine la game grâce à cela. Voilà les amis pour les Dark Angels. Ok, on va passer maintenant à l'avant-dernière faction les amis. Attention, attention, les Emperor's Children. Alors là, on a Lord Kafrael que j'avais mis dans le tier 4 de ma tier list des commandants de base. Un commandant qui est pas très très fort malheureusement. En tout cas, enfin, surtout en particulier en mode escarmouche, hein, ça va vraiment pas être ce qu'il y a de mieux. Les Emperor's Children peuvent être très forts en escarmouche, mais le problème c'est que les cartes qui rendent cette faction-là très forte en escarmouche ont été ban. D'accord, donc on a quoi qui est ban? On a le Infractor Obsessionniste, hein, qui est juste super balèze, mais que l'on ne peut pas jouer malheureusement. Et on a cette carte légendaire qui ne nous intéresse pas ici, mais qui est aussi ban. Et donc en fait, tout ça pour dire que cette faction-là souffre pas mal. Eh bien en mode escarmouche, hein, c'est vraiment pas la faction qui va être la meilleure, et en plus de ça le Lord Kafrael il est pas très intéressant non plus dans ce mode de jeu, mais on va quand même essayer de jouer un deck qui tient la route, d'accord, un deck intéressant. Alors comment ça se passe? On a un deck un petit peu en mode tempo, et puis on va aussi essayer d'utiliser les différentes mécaniques de la faction. Dans ce deck là on va essayer d'utiliser la mécanique de stimulation en particulier, qui marche assez bien avec Kafrael parce qu'il peut lui-même, grâce à son talent, directement activer l'effet de stimulation de nos troupes en ciblant avec ce petit dégât une de nos troupes qui a cet effet donc de stimulation, ou alors il peut nous générer en fait des élixirs de combat, ce talent-là, si on arrive à bien s'en servir, et ces élixirs de combat justement vont pouvoir nous aider aussi à déclencher des effets de stimulation de nos troupes. On va avoir aussi l'effet d'extasie avec certaines de nos troupes que l'on va pouvoir jouer, et l'effet de cruauté également. Ok les amis, alors comment ça se passe? On va regarder un petit peu les cartes dans l'ordre. On a Quicksilver Grace ici. Alors cette carte là elle est vraiment très importante à mon avis dans ce deck. On en a 2 exemplaires, un je crois dans le deck de base si je dis pas de bêtises de la faction, et un autre dans la campagne, donc très facile à obtenir en 2 exemplaires. Et cette carte-là, pourquoi elle est très très bonne, très très forte? Et bien parce qu'en fait, elle va donner flank à une de nos troupes. On a quasiment aucune troupe avec flank dans, dans ce deck-là, hein, d'accord? Et puis de manière générale, les troupes avec flank des Emperor's Children, alors ok, on a quelques démons qui sont très forts, mais
ça manque un petit peu quand même de troupes intéressantes. Le problème, c'est que les démons, ils sont tous à peu près pareils. Ils ont des points d'attaque en mêlée, ils sont très forts en mêlée, ok, pas de problème, mais ils ont 0 en range attack. Et donc, en fait, la faction va avoir un point faible assez important envers les unités ennemies qui vont avoir flying, d'accord? Ça va être des cartes qu'on va avoir beaucoup de mal à gérer parce qu'on n'a aucun flanqueur qui nous permette de les gérer. On n'a pas non plus de hard removal, c'est vraiment compliqué. Et Quicksilver Grace nous apporte une solution à ça, d'accord? Donc c'est une carte qui est vraiment très sympa. C'est une carte qui en plus va activer l'effet de stimulation des cartes sur lesquelles on va pouvoir jouer donc notre Quicksilver Grace, donc c'est très intéressant. Et en plus de ça, en plus de donner flank à une de nos unités, on va créer un élixir de combat dans notre main, et donc on va pouvoir booster en plus de ça l'unité à laquelle on a donné flank, ou alors une autre unité. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de value grâce à cette carte-là. Et donc cette carte, on va essayer de s'en servir justement pour prendre le contrôle du board, pour mettre la pression, pour gérer les troupes de notre adversaire. Et on va aller regarder ce qu'on a en termes de troupes. On a le Strenodic Noise Marine qui est une excellente troupe, un petit peu fragile peut-être grâce à son un seul point d'attaque en mêlée, mais n'empêche qu'il faut bien s'y prendre pour la gérer cette carte-là, parce que si on ne la tue pas d'un seul coup, eh bien elle va se soigner grâce à son effet d'extasie, d'accord? Et son effet d'extasie, on peut aussi l'utiliser à notre avantage en attaquant avec cette troupe-là, puisqu'on va attaquer une première fois, subir des dégâts, se soigner, obtenir Bloodthirst et donc attaquer une deuxième fois. C'est une carte qui est excellente en termes de tempo pour faire un maximum de dégâts sur l'adversaire si jamais il n'arrive pas à la gérer, mais c'est une carte qui peut aussi bien se combiner avec Quicksilver Grace, d'accord, pour obtenir flank et attaquer donc 2 fois si on s'y prend correctement et potentiellement détruire 2 unités de notre adversaire. Donc c'est quelque chose qui marche assez bien. On a le Fiend, donc un démon avec flank, voilà, donc qui est là pour nous aider à gérer les troupes de notre adversaire. Ce qui est sympa avec cette carte, le Fiend, c'est que si elle détruit une troupe de notre adversaire et qu'elle survit, elle va créer un Chosen of Salanesh dans notre main, qui est une carte qui donne un Dark Pact of Exercise de nos troupes, donc plus en attaque pour une énergie. C'est une carte, un stratagème donc qui va cibler une de nos unités et donc potentiellement activer un effet de stimulation, donc très intéressant à avoir. On a juste après Mercurial Host, donc pour 4 énergies, on crée 3 élixirs de combat dans notre main, tout simplement. Une carte qui est là pour nous fournir quelques munitions en plus à utiliser sur nos unités avec stimulation ou tout simplement pour renforcer nos unités, d'accord? Très très sympa à avoir. Le vétéran Noise Marine, donc une troupe qui a des stats intéressantes, un petit peu faible en mêlée, un peu comme le Strenodic Noise Marine, sauf que celle-ci, elle a un Blast 3 qui est très intéressant. Et donc, si on combine cette carte-là avec Quicksilver Grace pour lui donner flank, on peut instantanément infliger pas mal de dégâts sur le bord de notre adversaire. Donc c'est une carte qui peut être intéressante, voilà, pour gérer plusieurs unités de notre adversaire en même temps, d'accord? En dehors de ça, elle va pas être très utile. Ça peut être un tempo drop que l'on joue dès le tour 1 quand on est deuxième par exemple, ou alors au tour 2 quand on est premier. Enfin, voilà, c'est une carte que l'on peut jouer comme ça, ou alors, donc comme je disais, combiner avec Quicksilver Grace pour faire pas mal de dégâts sur le bord de notre adversaire. Ok, on a le disharmoniste derrière, une de nos cartes avec stimulation, d'accord? Une carte excellente les amis. Ses stats sont pas très impressionnantes, c'est son effet de stimulation qui est très fort ici. C'est une carte en fait qu'on va chercher à jouer à un moment donné dans la game où on n'a pas trop d'autres options. Et en fait, on va la jouer, on va utiliser plusieurs élixirs de combat ou plusieurs autres stratagèmes sur lui pour réussir à abaisser les points de vie des troupes de notre adversaire pour complètement les neutraliser ou alors les rendre plus faciles à gérer. D'accord? C'est une carte qui se joue comme ça, hein. Ça sert à rien de la jouer on curve cette carte-là, ça sert à rien de la jouer sur un board vide. Cette carte-là, il faut vraiment la jouer à un moment donné où l'adversaire a des troupes en jeu, qu'on est un peu en difficulté, on balance cette carte, on active son effet de stimulation et on rend les troupes de notre adversaire complètement inutilisables. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut l'utiliser. C'est pas facile de trouver le bon moment, mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut se servir de cette carte-là. Elle a vraiment un énorme potentiel cette carte, donc il faut la jouer intelligemment pour pouvoir bénéficier au maximum de ses effets, de son effet de stimulation. Ok, on arrive à 6 énergies, donc on a des cartes ici qui peuvent être jouées
au deuxième tour si on a mis une énergie de côté, les amis, et ce sont des cartes assez intéressantes qu'on a là. On a le Chaos Rhino, donc il y a des stats assez sympas et un petit effet d'Ecstasy 5, donc ça veut dire que à partir du moment où cette carte-là subit 2 dégâts, juste 2 dégâts ça suffit pour activer son effet d'Ecstasy, et qu'est-ce qu'elle va nous faire? Eh bien elle va nous mettre en jeu une unité d'infanterie de notre faction qui va coûter 3 ou moins, donc ça va nous mettre une troupe supplémentaire en jeu, donc c'est très très sympa comme petit effet. On peut bien entendu utiliser Quicksilver Grace pour lui donner flank, attaquer une unité de l'adversaire, donc la détruire et au passage activer une petite troupe en activant donc l'effet d'Ecstasy de notre Rhino. On peut, alors je ne l'ai pas précisé, c'est con, hein, mais le disharmoniste, on peut évidemment utiliser Quicksilver Grace dessus pour activer une première fois son effet de stimulation, potentiellement une deuxième fois grâce à l'élixir de combat qu'on aura obtenu avec Quicksilver Grace, d'accord? Et puis on peut même attaquer directement avec le disharmoniste. Donc voilà, ce sont des combinaisons comme ça qu'il faut avoir en tête et savoir utiliser au bon moment. Je reviens sur mes drop 6, on a le Terminator champion qui est très très solide, hein, très très bonne stat, d'accord? Donc une carte solide qu'on peut jouer on curve comme ça, qu'on peut jouer avec Quicksilver pour lui donner flank éventuellement. Mais c'est pas forcément une cible privilégiée. On a un petit effet de cruauté qui est un petit peu bizarre parce qu'il va infliger un dégât à une de nos unités alliées. Donc attention, il faut faire attention à ne pas utiliser cet effet de cruauté n'importe comment, d'accord? Et il va booster ses propres stats offensives, donc ça c'est assez intéressant, d'accord? Mais il faut faire vraiment attention avec ce petit dégât pour pas que ça vienne nous détruire un truc, hein, d'accord? Donc voilà, une carte assez solide que l'on peut jouer comme le Rhino autour d'eux si on a nos 6 énergies, ok? On continue dans notre curve avec le Lord Exultant, donc la deuxième carte qu'on va avoir avec Stimulation. Donc lui, il est juste là parce qu'il a de grosses stats et avec son effet de stimulation, il peut booster encore plus les stats, donc ses stats à lui, mais aussi les stats de nos troupes alliées, d'accord? Donc il donne un boost d'attaque permanent à toutes nos troupes alliées, ce gars-là, avec son effet stimulation. C'est assez intéressant, il peut nous servir de finisher, ce gars-là, il peut nous servir de grosses troupes à jouer on curve. Voilà, une carte qui n'est pas extraordinaire en soi, d'accord, mais qui est solide et donc qui rentre bien dans la curve de notre deck. On a le Eldrake ici, alors lui par contre c'est une excellente carte, d'accord, des stats qui ont l'air un petit peu faibles par rapport à son coût en énergie, mais qui se justifient parce qu'il a non seulement flying, mais en plus cet effet de rallye qui est très très fort, 3 dégâts à tous les ennemis, à toutes les unités ennemies directement. Donc une grosse AOE, du burn pour les troupes mais aussi pour le commandant de notre adversaire, une unité qui est vraiment très très sympa. Cette carte là elle peut vraiment nous sortir de situations compliquées parfois, d'accord, on a du mal à gérer les troupes de l'adversaire et d'un seul coup, boum, on envoie le Eldrake, il détruit tout et il nous met bien pour le coup le Eldrake. C'est vraiment une excellente carte qui est souvent jouée hein, dans les meilleurs decks de cette faction. Et on termine avec le gros véhicule de la faction, le Chaos Land Raider. Armure 2, 2 points d'armure, donc très solide, enfin des stats de fou hein, de toute façon, donc cette carte là elle pourra pas être détruite à moins que notre adversaire ait un hard removal à utiliser, ok. Et on a en plus un petit effet de cruauté, d'accord, donc si on inflige des dégâts à une unité de l'adversaire, on va pouvoir déployer une unité d'infanterie de notre faction qui coûte 3 au moins, exactement comme fait le Rhino, sauf que le Rhino c'est un effet d'ecstasy et le Chaos Land Raider c'est un effet de cruauté, mais sinon l'effet est le même. On invoque une petite unité d'infanterie donc de notre faction. Voilà les amis. Donc je redis rapidement, on a un deck un petit peu tempo, on va essayer de jouer nos troupes on curve le plus possible pour mettre en difficulté notre adversaire. C'est vraiment important d'essayer de faire ça dans ce deck là, de bien gérer notre énergie et tout, parce que sinon on risque vraiment de pas réussir à faire grand chose. Le problème en fait c'est qu'on a des cartes qui sont pas extrêmement fortes en soi, d'accord, qui vont pas avoir des effets de fou quand elles vont arriver en jeu et tout. On n'a pas non plus de gros combos qui vont vraiment mettre en difficulté notre adversaire. Donc là, il faut vraiment essayer de jouer le plus on curve possible, d'utiliser Quicksilver Grace vraiment au bon moment. Il faut la jouer très intelligemment cette carte-là pour générer un maximum de value avec, parce que voilà, on n'en a que 2, hein, on n'en a pas un infini de cette carte-là. Donc il faut vraiment la jouer au bon moment pour réussir à prendre le contrôle, à prendre l'avantage dans la game.
On peut générer aussi des élixirs avec cette carte-là, hein, d'accord, pour le con, voilà, on peut la combiner par exemple avec le disharmoniste, on peut, voilà, quand on joue des troupes, les booster en leur donnant peut-être de l'armure, peut-être des points d'attaque supplémentaires grâce à cette carte-là. Il faut essayer de bien utiliser aussi cette carte-là. Et voilà les amis, je suis conscient que c'est pas forcément un deck hyper balèze, hyper solide, mais si on arrive à jouer Honker, si on arrive quand même voilà, à avoir une présence vraiment sur le board avec nos troupes assez puissantes ici, il y a quand même moyen de gagner quelques games. Voilà les amis, j'espère que ce deck-là, si vous jouez des Emperor Children, fonctionnera pas trop mal pour vous. J'ai oublié de mentionner la carte défensive qui nous permet tout simplement de créer un élixir de combat dans notre main que l'on va choisir, hein, d'accord. Donc voilà, une petite munition supplémentaire pour nos unités, pour le disharmoniste, pour nos unités à qui on va donner flank pour augmenter leur point d'attaque, etc., etc. Voilà les amis. Voilà donc pour mon deck, pour ma proposition de starter deck amélioré pour les Emperor's Children. Et on va pouvoir terminer les amis avec le starter deck de la dernière faction, la toute dernière faction qui vient d'arriver dans le jeu, les Space Wolves. Alors là, on a une faction particulière les amis parce que on a une faction qui vient d'arriver dans le jeu, donc qui est forcément extrêmement forte, d'accord. On a un commandant qui n'est pas forcément très intéressant en soi, mais que j'ai quand même mis dans le tier 1 de mon classement des commandants de base, tout simplement parce que la faction, enfin les cartes qui vont avec ce Warlord là sont vraiment très très fortes. Et vous allez voir les amis que là, on a un deck, un starter deck, on a vraiment 3 fois rien, 0 carte légendaire, seulement quelques cartes épiques et tout, mais on a quand même un deck qui est potentiellement extrêmement fort avec des cartes hyper solides. C'est vraiment, mais c'est la faction, c'est comme ça, c'est la faction qui a été designée comme ça. Cette faction va être, à mon avis, sévèrement nerf très prochainement, les amis. Donc, voilà, vous pouvez tout à fait décider de collectionner les cartes et de jouer, parce que, je veux dire, même si la faction est nerf, elle sera toujours jouable, d'accord? Probablement, hein. Mais en tout cas, voilà. Le truc, c'est que le deck que je vous présente ici, je vais vous montrer des cartes là, mais sachez que ces cartes vont probablement très rapidement changer, étant donné qu'on approche la fin de la saison et que du coup, il y a un balance patch qui va arriver, et il ne fait aucun doute que les cartes de cette faction vont être nerf au moment de ce balance patch. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce deck-là? Eh bien, tout simplement, on a un petit peu de tout ce qui fonctionne bien, finalement, dans cette faction des Space Wolves. On a quelques troupes avec férocité, on a quelques cartes qui synergisent avec la mécanique des Hunt Mark, d'accord? Et donc on va regarder ça. Alors déjà on a Ragnar, notre Warlord, qui peut générer des Hunt Mark sur les troupes de l'adversaire tout en leur infligeant un dégât grâce à son talent, d'accord. Donc pour les Hunt Mark on a déjà ça. On a notre carte défensive aussi qui fait exactement la même chose, ok, mais pour 0 énergie. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte qui génère des Hunt Mark ou qui marche bien avec les Hunt Mark? Eh bien on va avoir par exemple non pas celui-là, voilà, celui-là, le Thunderwolf Cavalry Pack Leader. Donc quand il arrive en jeu, il met une Hunt Mark sur une troupe de l'adversaire. Et en plus de ça, alors c'est ici, et en plus de ça, à chaque fois qu'un ennemi reçoit une Hunt Mark, donc justement au moment où ce gars-là arrive en jeu, eh bien il donne plus un point d'attaque en mêlée à tout notre board, d'accord. Donc petite synergie en plus avec avec les Hunt Mark. On a le Fenrisian Dropod qui est une des meilleures cartes de la faction les amis et qui avec son effet de férocité va invoquer 3 Grey Hunters qui vont chacun donner une Hunt Mark à une troupe ennemie aléatoire. Donc on peut générer beaucoup de Hunt Mark également de cette manière là, ok. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces Hunt Mark? Donc non seulement lorsque les unités ennemies qui ont des Hunt Mark vont mourir, vous le savez, elles vont infliger un dégât pour chaque Hunt Mark au Warlord de notre adversaire et nous soigner du même montant notre Warlord, mais en plus de ça les amis, on va avoir un certain nombre de cartes qui vont se combiner avec ces Hunt Mark. On a par exemple le Fenrisian Wolf, une des cartes les plus problématiques de la faction à l'heure actuelle, qui donc taille de 2, ça veut dire qu'on peut le jouer en 3 exemplaires maximum, et qui a un effet de férocité qui lui permet d'attaquer n'importe quelle unité ennemie, sauf évidemment celle avec Flying,
coup celle avec Stealth, mais n'importe quelle autre troupe de notre adversaire peut être attaquée grâce à cet effet de férocité. Et si l'unité que l'on cible a une Hunt Mark, eh bien le Fenrisian Wolf va gagner plus 2 en attaque, donc il va taper à 5 et non pas à 3. Donc voilà, très très fort, une petite synergie avec les Hunt Mark en plus. On va avoir cette carte-là qui est le Hard Removal de la faction qui donne une Hunt Mark à une troupe ennemie, mais c'est pas du tout comme ça qu'on va l'utiliser cette carte-là. On va plutôt utiliser son deuxième effet qui fait que si la troupe en question a déjà Hunt Mark, eh bien on va la détruire plutôt que de lui donner une Hunt Mark supplémentaire. Ok. On a quoi d'autre? On a le Sons of Morkai, bon lui on en parlera juste après. On a voilà le Venerable Dreadnought qui à chaque fois qu'une unité ennemie obtient une Hunt Mark, eh bien, il va infliger 1 à 2 dégâts à cette unité là et aux unités adjacentes. Petite AOE, petite synergie comme ça avec les Hunt Mark. Ok les amis. Donc voilà pour la mécanique des Hunt Mark. On a déjà pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Hein. Ça va nous permettre de gérer plus facilement les troupes de notre adversaire et en plus de ça, de gagner des points de vie sur notre Warlord et d'en infliger à celui de notre adversaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce deck-là? On a la mécanique de férocité qui est présente également. On a déjà le Blackmane River qui va pouvoir activer son effet de férocité pour nous piocher une troupe de notre deck et lui donner +1, +1, +1. Donc ce serait très 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 sympa comme effet. Et puis le Blackmane River, il va retourner dans notre deck. On va pouvoir éventuellement le repiocher à un moment donné pour réutiliser cet effet et avoir du coup comme ça plusieurs troupes qui vont avoir des stats plus importantes que en temps normal. On a le Fenrisian Wolf qu'on a déjà vu qui peut gérer le board de notre adversaire à lui tout seul autant de fois qu'on veut grâce à son effet de férocité. En plus de ça, il peut, si jamais il ne meurt pas en attaquant les troupes de l'adversaire, retourner dans le deck et du coup on va pouvoir le repiocher et réutiliser cet effet par la suite. Donc vraiment très très fort hein, comme carte. On a le Grey Hunter Pack Leader, très intéressant ce gars-là. Encore une carte vraiment trop forte de la faction. Grâce à son effet de férocité, cette carte-là, on va jamais la jouer juste pour ses stats et tout. Cette carte-là, on va la jouer pour 3 énergies et activer son effet de férocité pour booster une autre de nos troupes, d'accord? +3, +3, +4, c'est absolument énorme comme boost pour seulement 3 énergies. Donc voilà, cette carte-là, elle sert à ça, elle sert à rendre une de nos cartes surpuissantes pour voilà, soit gérer une troupe de l'adversaire, soit juste avoir un gros machin sur le board qui va vraiment poser problème à notre adversaire. On peut utiliser cet effet sur un de nos wolves pour taper très fort sur une troupe de notre adversaire. Voilà, c'est un exemple. On peut aussi mettre en jeu le Fenrisian Drop Pod éventuellement sans utiliser son effet de férocité et par la suite de lui donner ce boost là pour le rendre extrêmement puissant. Avec le +3, +3, +3, ça devient une carte qui est quoi? Qui est 3, 6, 11 avec un point d'armure, donc extrêmement difficile à gérer. Donc vous voyez, on a des combinaisons comme ça qui sont ultra balèzes. On a le Wolfen Pack Leader, une carte extrêmement forte les amis, qui va utiliser son effet de férocité pour défoncer les troupes de notre adversaire, d'accord? Si jamais on n'a aucune troupe en jeu, on joue ce gars-là, férocité, et on inflige 7 dégâts à une unité de l'adversaire, à une troupe de l'adversaire, qui est choisie aléatoirement. Donc ça veut dire que si l'adversaire a une seule troupe en jeu, cette troupe-là va obligatoirement subir les 7 points de dégâts, peu importe ce qui se passe, si cette troupe elle a camouflage, stealth ou tout ce que vous voulez, ça ne change rien. Elle va quand même prendre les 7 dégâts dans la tête. La seule chose qui va bloquer potentiellement avec cette carte-là, c'est lorsque l'adversaire va avoir plusieurs unités en jeu, puisqu'à ce moment-là, eh bien, on ne pourra pas vraiment être sûr de la cible que l'on va atteindre, d'accord, grâce à cet effet de férocité. Mais en réalité, c'est pas très grave. Voilà, je veux dire, on a d'autres moyens après de gérer les cartes de notre adversaire. Cette carte-là, elle est extrêmement forte, étant donné le nombre de dégâts qu'elle est capable de faire pour 4 énergies seulement. Et en plus, on peut le faire à l'infini, puisque cette carte-là va retourner dans notre deck, on va la repiocher plus tard, on va pouvoir réutiliser son effet, etc. Donc voilà, une carte extrêmement forte, ok. Fenrisian Drop Pod, on en a parlé. Il peut nous remplir le board de Grey Hunter, donner des Hunt Mark à notre adversaire ou alors rester en jeu parce qu'il a d'excellentes stats et donc voilà, c'est une carte qui est juste trop forte. Sons of Morkai Eliminator, donc c'est un peu la même chose que le Wolfen Pack Leader, d'accord? Il va en arrivant en jeu donner une Hunt Mark à un ennemi aléatoire, à une troupe ennemie aléatoire et du coup ensuite avec son effet de férocité, il va attaquer une troupe aléatoire qui possède une Hunt Mark, donc forcément ce sera la troupe à laquelle
laquelle il aura donné sa Hunt Mark, ok. Il va lui infliger 7 points de dégâts, exactement comme le Wolfen Pack Leader. Il a Sniper, donc il va pas prendre de dégâts contre-attaque, et donc il va pouvoir retourner dans notre deck pour qu'on puisse le repiocher par la suite, ok. Si jamais on l'a pioché avec le Blackmane River, il pourra même faire 8 points de dégâts, le Sons of Morkai, donc voilà, une carte juste surpuissante. Et après, on a les 3 dernières cartes du deck ici, qui sont des cartes un peu plus de tempo, des cartes qui ont des stats assez importantes qu'on va jouer comme ça pour avoir une présence sur le board. On a le Wolfguard Terminator, donc voilà, extrêmement solide, hein. 666 pour 6, Armure 1, Vanguard, voilà, très très fort. Et on a le Venerable Dreadnought qu'on a déjà vu un petit peu, qui a d'excellentes stats, qui a de l'armure, qui a shield, qui a ce petit effet qui se combine avec les Huntmark, donc voilà, super puissant, super solide, etc., etc. Et on a le Land Raider aussi qui est là, avec ses stats énormissimes, avec Vanguard, et qui va donner de l'armure à notre Warlord, qui ne pourra pas donc subir beaucoup de dégâts par les effets de notre adversaire. L'adversaire ne pourra pas attaquer notre Warlord si le Land Raider est en jeu, puisque le Land Raider a Vanguard, mais en plus de ça, il va protéger également notre Warlord en lui donnant de l'armure, comme ça l'adversaire ne pourra pas utiliser des effets qui infligent des dégâts pour nous achever, puisqu'on sera protégé grâce à ça. Voilà les amis, donc c'est un deck dans lequel j'ai mis plein de cartes surpuissantes de la faction des Space Wolves. En termes de stratégie, il n'y a pas grand chose à dire, hein, d'accord. On va tout simplement essayer d'utiliser au mieux les différentes cartes, les différents effets qu'on a. D'accord, donc on a peut-être un deck un peu plus en mode contrôle, on va gérer le board de notre adversaire, on va en générant des hunt marks se soigner, etc., etc. Et puis à un moment donné, en mid-late game, on va commencer à jouer nos gros véhicules et on va pouvoir achever notre adversaire de cette manière-là. Une carte dont j'ai pas encore parlé, c'est The Fang. Je l'ai mise là parce qu'elle est vraiment très très forte, cette carte-là. Elle peut faire plein de choses. On choisit parmi un effet parmi 3 et les 3 effets sont vraiment très très sympas pour le coup. On a la possibilité de piocher 2 cartes. Voilà, donc on pioche 2 cartes. Peut-être qu'en mode escarmouche, c'est pas nécessaire de le faire puisqu'on a assez facilement accès au contenu de notre deck, mais si jamais on est en difficulté, on peut quand même utiliser cet effet de pioche. On peut également soigner 4 points de vie à une unité alliée, donc en général ça va aller sur le commandant, hein, d'accord ? Ou alors on peut déployer un Grey Hunter, et donc ça c'est une manière supplémentaire les amis de générer une Hunt Mark sur une troupe de notre adversaire. Donc imaginons l'adversaire il a une troupe puissante en jeu, on est un peu en difficulté, on n'a rien et tout, ok, sauf qu'on a notre notre Hard Removal dans la main, et The Fang, et ben ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est utiliser The Fang pour déployer un Grey Hunter qui va donner sa Hunt Mark à l'unité de notre adversaire, et ensuite on peut utiliser le Hard Removal pour se débarrasser de la troupe de notre adversaire. Voilà, petite combinaison comme ça qu'il faut avoir en tête pour pouvoir l'utiliser au bon moment. Voilà les amis pour mon starter deck amélioré des Space Wolves, et je crois qu'on a maintenant terminé les amis. Et oui, c'était long, c'était intense, mais on l'a fait les amis. Je vous ai présenté mes starter decks, mes 13 starter decks améliorés, donc un pour chacune des factions du jeu avec à chaque fois le commandant de base les amis. On a fait ça en 2 épisodes parce que c'était vraiment très très long, très très intense. J'espère sincèrement que ça vous aura intéressé, tout ça, que ça vous aura plu. Si vous êtes des nouveaux joueurs, j'espère que ça va vous aider à prendre en main les différentes factions, voilà, à jouer, à gagner davantage de games, à vous familiariser davantage avec les différentes mécaniques du jeu. Voilà, j'espère sincèrement que j'aurai réussi à vous apporter ce genre de choses, que ça vous aura également plu, intéressé, tout ça. N'hésitez surtout pas les amis à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous a plu ce format-là? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez en voir davantage? On m'a déjà suggéré de faire la même chose pour le mode classique. Et donc, pourquoi pas les amis, hein, je peux essayer de faire ça, d'accord? Préparer des starter decks. Alors améliorer non, parce que voilà, c'est pas la même chose, mais préparer des starter decks, des decks low cost en tout cas, pour les différents commandants de base des différentes factions, mais en mode classique cette fois-ci. Hein, voilà, vraiment pourquoi pas.
Moi, je suis chaud pour faire ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me suggérer d'autres choses que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ouais, les amis, je suis à votre écoute. Je lis tous vos commentaires. Je réponds parfois un petit peu en retard, mais je réponds quand même toujours normalement à vos commentaires. Voilà les amis, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à en discuter en commentaire, n'hésitez pas à liker, partager. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite les amis. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, ciao ciao et Juganon out.